Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ces brèves spatiales du 26 mars au 8 avril. Et tout d'abord, merci beaucoup pour vos retours sur ma précédente vidéo, je suis content de savoir qu'elle vous a plu. J'ai lu attentivement vos commentaires et je vais donc essayer de me lancer dans des brèves spatiales toutes les 2 semaines, un rythme qui me semble être un bon compromis pour diverses raisons. Concernant le format, la durée des vidéos dépendra bien sûr de l'actualité, ça pourra durer 4 minutes comme 8 ou 12, vous verrez que cette semaine ça va être un peu long parce que les 2 semaines étaient remplies. Mais surtout, je voudrais vous proposer un format un peu nouveau, voilà donc ce à quoi vous pouvez vous attendre. On commencera depuis Star Command, Buzz Lightyear to Star Command. Come in, Star Command. de centre de contrôle, pour vous faire un rapport sur l'actualité de l'espace des 2 dernières semaines. On embrayera sur des chiffres et des lettres de l'espace, je vous donnerai, analyserai le chiffre et la phrase notable des 2 dernières semaines. Le compte est bon. Ensuite, ce sera la brève spéciale. Je profiterai de ce moment pour répondre à une question que vous m'aurez posée. Cela peut être sur l'actualité que j'ai traitée dans une précédente vidéo ou sur quoi que ce soit en rapport avec l'exploration spatiale et la cosmologie. Vous n'aurez qu'à me poser votre question dans les commentaires avec le hashtag brève spéciale et je prendrai la plus plébiscitée. Enfin, on finira avec le tableau des départs et des arrivées et je vous annoncerai les quelques événements intéressants dans les 2 semaines qui suivent. Voilà pour le programme, j'espère que ça vous plaira et on attaque tout de suite avec Star Command. Buzz Lightyear to Star Command. Come in, Star Command. Du côté des lancements, on commence le 29 mars, une journée bien remplie puisque 3 décollages ont eu lieu en moins de 7 heures. Le premier, c'était pour la mission GSLV F-08, le lanceur MK2 de l'agence spatiale indienne ISRO décollait depuis le centre spatial Satish Dhawan sur la presqu'île de Sriharikota. Il devait placer sur une orbite de transfert géosynchrone GSAT-6A un satellite de communication qui servira à des fins militaires. 17 minutes après le décollage, le lanceur déposait à l'emplacement escompté sa charge utile d'un peu plus de 2 tonnes. Vous noterez que le nom du lanceur GSLV signifie Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, soit lanceur de satellite géosynchrone. L'émission qu'il remplit, c'est donc comme le port salut, c'est marqué dessus. 5 heures plus tard, toujours le 29 mars, donc c'était un Soyouz 2-1V qui décollait du cosmodrome de Plesetsk à l'ouest de la Russie, avec une charge utile classifiée. Officiellement, on sait seulement qu'il s'agit d'un petit satellite expérimental appelé MK, mais on peut supputer qu'il servira à des objectifs de reconnaissance militaire. Son très faible poids d'environ 200 kg explique le choix du lanceur dans une configuration inhabituellement légère. De base, les Soyouz 2-1V sont privés des célèbres boosters coniques qui équipent la majorité de la famille Soyouz, mais en plus, ce lanceur ne comptait que 2 étages, puisqu'il a volé sans étage supérieur Volga, une première. Cela a suffi puisque 16 minutes après le décollage était donnée la confirmation d'une bonne insertion orbitale. Et 2 minutes après cette confirmation, un 3e lanceur décollait en ce 29 mars, cette fois depuis le centre de lancement de Xichang dans la province du Sichuan. Une fusée chinoise Longue Marche 3B s'envolait pour aller déposer en orbite terrestre moyenne à 21 500 km d'altitude une charge utile de 2 tonnes. Il s'agissait de 2 satellites Beidou de 3e génération. C'était le 3e lancement de 2018 qui participait au développement de la constellation qui fournit un service de navigation par satellite sur l'Asie. Suite au succès de la mission, on compte maintenant 13 orbiteurs de 3e génération qui fonctionnent avec 15 autres de la 2e génération encore en activité. L'objectif de placer 18 satellites en orbite avant la fin de l'année pour développer cet équivalent chinois du GPS américain semble donc tout à fait accessible. Et on en finit enfin de cette longue journée du 29 mars, mais on va rester en Chine puisque le 31 mars décollait cette fois un lanceur Longue Marche 4C depuis la base de lancement de Taïwan dans la province du Shaanxi, au nord-est du pays. Il emportait sous une coiffe exceptionnellement grande 3 satellites d'imagerie terrestre Gaofen de 800 kg chacun. Ils s'inscrivent dans le cadre de KEOS, le principal programme civil chinois d'observation de la Terre en haute qualité. D'ailleurs, vous le saurez, Gaofen se traduit littéralement par haute résolution. Voilà, je vous mets au défi de placer cette information dans une conversation avec des amis. Après cette hyperactivité chinoise, on embraye sur une autre compagnie qui ne tient pas en place, SpaceX. Pour eux aussi, ces 2 semaines furent synonymes de 2 lancements. Le premier avait lieu le 30 mars, depuis la base de Vandenberg, sur la côte ouest des États-Unis, pour une mission Iridium Next, la 5e sur les 8 prévues par le contrat qui lie SpaceX et Iridium. Le premier étage de la Falcon 9 était un bloc 4 qui avait déjà servi une fois, il n'était donc pas prévu de le récupérer. Le lanceur consomptible embarquait donc une charge utile de 9,6 tonnes, composée des 10 satellites Iridium et de leur dispensateur d'1 tonne à lui tout seul. Il fallait les placer à 625 km d'altitude, c'est ce qu'il s'est passé, même si la diffusion de SpaceX s'est interrompue avant. La faute à la NOAA, l'Agence nationale atmosphérique et océanique américaine, qui encadre certains aspects de l'exploration spatiale réalisée par des compagnies américaines. Il se trouve qu'une vieille règle de la NOAA rend obligatoire l'obtention d'une licence pour diffuser des images de la Terre depuis l'espace, pour des raisons de sécurité du territoire. Une licence que n'a jamais eu SpaceX et dont la compagnie n'a jamais vraiment eu besoin, puisque les caméras embarquées sur son lanceur, si elles nous offrent des jolies vues de la Terre, n'ont pas du tout la résolution d'un satellite optique et ne servent qu'à des fins techniques et de communication. Mais quelqu'un de la NOAA a dû décider que cela posait problème et fait interrompre la diffusion. Enfin, ça c'est l'explication officielle, vous vous doutez bien qu'en réalité c'est la NASA qui refuse de vous dire que des extraterrestres ont vandalisé les satellites. Bref,
Après cela, le premier étage a procédé à un amérissage en douceur dans le Pacifique, et il n'était pas le seul, puisque la charge utile était protégée par les coiffes nouvelle génération, dites 2.0, équipées de parafoil qui devaient permettre à chaque demi-coiffe de se poser dans un filet tendu entre les 4 bras d'un bateau spécialement aménagé, Mr. Steven. C'était la deuxième tentative, et ce fut un deuxième échec. Il semblerait qu'à l'ouverture du parachute, des twists dans les suspentes ont désorienté la demi-coiffe. À défaut de se poser dans son filet, elle s'est tout de même posée en douceur sur l'océan avant d'être récupérée. 3 jours plus tard, le 2 avril, c'est de l'autre côté du pays que cela se passait à Cap Canaveral en Floride pour la mission CRS-14, soit la 14e mission de ravitaillement de l'ISS réalisée par SpaceX. Le contrat qui lie la compagnie à la NASA prévoit encore 6 missions de ce type avant de passer à un second contrat CRS-2 qui prévoit l'utilisation de la capsule Crew Dragon censée pouvoir accueillir des astronautes. Pour CRS-14, en tout cas, c'était la deuxième fois que les 2,6 tonnes de fret ont été livrées grâce à un premier étage et une capsule Dragon ayant tous les deux déjà servi. Europe Écologie des Verts approved this. Le vol fut un succès. Le Dragon s'est bien amarré 2 jours après à l'ISS. Il emportait du ravitaillement pour l'équipage ainsi que du matériel scientifique et des satellites à lancer depuis la station. Si vous voulez en savoir un peu plus, j'en ai parlé au début de mon live de la mission dont le replay est disponible. Pour la 6e fois sur les 7 derniers vols de Falcon 9, le premier étage était consomptible. Il ne reste à SpaceX que 3 boosters ayant déjà servi qui sont susceptibles de voler à nouveau. La compagnie a donc plongé ses stocks dans un assez bon timing puisque la version finale, le bloc 5, qui doit pouvoir servir une dizaine de fois, devrait effectuer son premier vol ce mois-ci. Et on finit les lancements avec une bonne nouvelle. Après l'échec de la mission VA241 de janvier, Arianespace renoue avec le succès. Le 5 avril, depuis le centre spatial guyanais de Kourou, une Ariane 5 ECA s'est envolée avec une charge utile de plus de 9 tonnes pour la mission VA242. Il embarquait 2 satellites de télécommunication, Superbird 8, construit par NEC Corporation pour l'opérateur japonais SkyPerfect JSAT, qui servira un double objectif commercial et militaire. C'était la 19e collaboration avec cet exploitant asiatique. Sous la coiffe de 17 mètres du lanceur se trouvait également ILAS-4, construit par Orbital ATK et opéré par l'anglais Avanti. Ils ont tous deux été correctement placés sur une orbite de transfert géostationnaire. C'était la 64e mission réussie pour une Ariane 5 ECA qui affiche donc une fiabilité de 97% malgré l'échec de la mission précédente. Voilà pour les lancements, il y en a donc eu au plus grand des calmes 7 en 7 jours, c'est assez exceptionnel. Il n'y a cependant pas que des fusées qui ont volé, puisqu'après avoir enchaîné les planets et 3 mois après son dernier essai, le VSS Unity de Virgin Galactic a réalisé son premier essai motorisé. Censé amener aux portes de l'espace vers 90 km d'altitude des touristes fortunés prêts à débourser 250 000 $, le vaisseau de Richard Branson a été largué à 14 km par son avion porteur White Knight 2 avant d'allumer son moteur pour une durée de 30 secondes. Atteignant 1,87 fois la vitesse du son, près de 2000 km/h, l'avion s'est cabré jusqu'à 80 degrés et a atteint une altitude de 25,7 km. Vous noterez que le moteur repose sur une combustion hybride, le carburant étant solide et le comburant liquide, ce qui permet de stopper le moteur en coupant l'arrivée du comburant liquide, un atout considérable pour la sécurité des passagers en cas d'avarie. Pour rappel, les boosters de lanceurs Soyouz, Ariane ou de la navette spatiale reposent sur un mélange entièrement solide. Une fois initié, il est donc impossible de stopper la combustion avant que la totalité du carburant ne soit consommée. Les futurs passagers du Virgin Galactic peuvent donc respirer, même si, rappelons-le, l'ancêtre de VSS Unity, appelé VSS Enterprise, s'était désintégré pendant son premier vol d'essai motorisé en 2014. C'est la queue amovible qui avait été actionnée trop tôt pendant le vol, causant la dislocation du fuselage. Le pilote avait pu s'éjecter malgré de graves blessures, mais le copilote, Michael Halsbury, est malheureusement décédé. La réussite de ce vol motorisé du VSS Unity doit donc être un soulagement pour les équipes de Richard Branson. On ne va cependant pas attendre qu'ils atteignent l'espace et on se dirige tout de suite vers l'ISS. Dans les faits notables de ces 2 semaines, on notera la 209e sortie extravéhiculaire de l'histoire de la station, le 29 mars. Drew Fostel et Ricky Arnold, les 2 Américains, ont passé 6 heures dans le vide spatial. C'est moins que ce qui était prévu, mais suffisant pour remplir leurs objectifs, tels que l'installation d'antennes Wi-Fi et le remplacement de caméras défectueuses. La veille, le 28 mars, le cargo Progress MS-07, arrivé en octobre 2017, a quitté la station rempli de déchets. Fait inhabituel, il ne s'est pas désorbité immédiatement pour brûler dans l'atmosphère, mais il va passer encore 4 semaines en orbite avant de rentrer sur Terre. On ne sait que trop rien de la raison de ce vol prolongé, les Russes ayant été assez élusifs à ce sujet. Des observateurs ont constaté la présence d'une petite structure inhabituelle sur le cargo, mais sont bien embêtés pour expliquer sa raison d'être. Il pourrait s'agir d'une expérience scientifique, mais il n'en reste pas moins étonnant que rien d'officiel n'ait été annoncé. L'autre événement de ces 2 semaines, vous ne l'aurez pas manqué sauf à avoir vécu dans une grotte, c'est la rentrée atmosphérique de la station spatiale chinoise Tiangong 1 qui, oh surprise, ne nous a pas tous tués comme les 50 autres objets artificiels plus massifs qui sont revenus sur Terre avant elle. Je ne vais donc pas m'attarder dessus puisqu'on a bouffé que ça pendant plusieurs jours. Je me contenterai de noter qu'assez ironiquement, les quelques débris de la station chinoise qui auraient survécu à la réentrée atmosphérique se sont abîmés dans l'océan Pacifique,
pas très loin du point Nemo où se trouve le cimetière de satellites désorbités, c'est-à-dire sur le point de la Terre le plus éloigné de toute présence humaine. Et pour finir ce rapport de Star Command, une petite mauvaise nouvelle à laquelle on pouvait s'attendre. Le 27 mars, la NASA a annoncé un nouveau retard pour le lancement de l'incroyable télescope James Webb. Il ne décollera donc pas avant mai 2020, voire encore un peu plus tard. Le programme pourrait même devoir repasser devant le Congrès américain puisque le budget de 8 milliards de dollars pourrait être dépassé. Cela étant dit, s'il est un projet dont on ne s'offusquera pas des retards à répétition, c'est celui-ci tellement sa complexité dépasse l'entendement. Et contrairement à Hubble, il sera difficile de le réparer une fois en orbite puisqu'il se trouvera à 1,5 million de kilomètres de la Terre au point de Lagrange 2. Avec un miroir primaire dépliable de 6,5 mètres de diamètre, il devrait bénéficier d'une précision dans l'infrarouge 100 fois supérieure à celle de Hubble et permettre de très importantes avancées dans de nombreux domaines comme la détection des premières étoiles et galaxies de l'univers ou la caractérisation d'exoplanètes par imagerie directe et bien d'autres choses encore. J'ai personnellement très hâte de le voir s'envoler au sommet d'une Ariane 5 même si je serais excessivement stressé. Voilà pour le rapport de Star Command, c'est l'heure de se la jouer Laurent Romeshko avec des chiffres et des lettres. 33, c'est le nombre de vols orbitaux réalisés cette année. À la même époque, en 2017, on en avait réalisé 15 de moins. Cela peut notamment s'expliquer par les ambitions de la Chine et de SpaceX, qui ont déjà fait décoller respectivement 10 et 7 lanceurs, c'est-à-dire la moitié de tous les lancements de cette année. Leurs objectifs sont encore plus décoiffants. Les Chinois visent 40 vols en 2018 et SpaceX en prévoit 30. Ils sont donc plutôt bien partis, d'autant plus pour SpaceX qui, comme je l'expliquais un peu plus tôt, devrait bientôt s'être débarrassé de tous ses anciens modèles de Falcon 9 pour ne voler qu'avec la version finale, le Block 5, si tout se passe bien lors de son premier vol à la fin du mois. Je me permets également de rappeler que le premier vol commercial de la Falcon Heavy aura lieu dans 2 petits mois, début juin. Le compte est bon. Côté lettres, c'est Peter Beck, le fondateur et directeur exécutif de la compagnie américano-néo-zélandaise Rocket Lab, qui déclarait le 3 avril « Rocket Lab peut mettre des charges utiles en orbite toutes les 72 heures et notre carnet de commandes démontre que cette fréquence de lancement est indispensable au marché des petits satellites. De belles perspectives pour cette compagnie symbole du New Space. Bien sûr, il faut prendre cela avec des pincettes puisque la compagnie réalise seulement ses premiers pas dans ce domaine, mais elle a annoncé l'ouverture d'une fenêtre pour le 3e décollage de sa petite fusée Electron qui réalisera son premier vol commercial le 20 avril. Après 2 vols de test appelés It's a Test puis Still Testing, cette première mission commerciale s'appellera It's Business Time. Elle emportera plusieurs charges utiles et notamment plusieurs nanosatellites. On apprend également que le rythme de production du lanceur s'accélère et qu'une centaine de moteurs Rutherford devraient être produits dès 2018 pour soutenir une cadence de lancement mensuelle avant la fin de l'année. Pour rappel, le lanceur Electron est équipé de 9 moteurs Rutherford imprimés en 3D. Et on termine maintenant avec le tableau des départs. Dans les événements que je vous recommande de suivre dans les 2 semaines à venir, il y a le 16 avril le lancement par une Falcon 9 de TESS pour Transiting Exoplanet Survey Satellite. C'est un télescope qui devrait permettre de découvrir des milliers d'exoplanètes par la méthode des transits. C'est un sujet sur lequel j'ai pas mal planché dernièrement et j'aimerais bien vous en parler un peu plus. J'espérais même pouvoir inviter un chercheur de l'Observatoire de Paris pour en discuter avec lui en direct, mais le lancement doit avoir lieu à minuit 30, donc je ne suis vraiment pas sûr qu'il accepte. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant. 2 jours après, le 18 avril, ce sera une fusée Proton M qui décollera de Baïkonour. Le lanceur lourd russe a connu 9 échecs durant les 10 dernières années. Personnellement, je trouve toujours assez impressionnant les décollages de cette fusée. Je vous encourage donc à y jeter un œil. Ce sera normalement aux alentours de minuit. Et enfin, je vous en ai parlé plus tôt, il faudra bien sûr suivre la mission It's Business Time de Rocket Lab, qui devrait par contre avoir lieu en plein milieu de la nuit pour nous. Voilà donc pour l'agenda. Je ne ferai aujourd'hui pas de brève spéciale puisque je n'ai pas encore de questions à laquelle répondre. Je vous rappelle le principe pour la prochaine vidéo. Posez-moi vos questions dans les commentaires YouTube avec le hashtag brève spéciale ou likez celle qui vous intéresse et je tâcherai de répondre à la plus sollicitée dans l'épisode suivant. Ça peut être une question sur l'exploration spatiale, la cosmologie, tout ce qui vous passe par la tête. C'en est donc fini pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et informé. Je vous laisse à nouveau m'indiquer en commentaire ce que vous en avez pensé en termes de format, de durée, d'information, etc. De manière plus générale, je suis toujours preneur de vos critiques qui me permettent de proposer un contenu de meilleure qualité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Arthur pour Space Oddity. On se retrouve dans 2 semaines le dimanche à 18 h et d'ici là, portez-vous bien, levez les yeux et Blue Sky.